Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Alors, heureux de vous revoir après une petite pause pour le mois de juillet. Donc, nous reprenons avec les IP France notre série de conférences mensuelles sur la santé mentale, sur la psychologie islamique. Et aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de recevoir Armili Oumeima, qui est donc une psychologue spécialisée en neuropsychologie. Oumeima travaille dans le milieu médico-social auprès de la population dont elle va parler pardon, aujourd'hui, donc les personnes précaires, les SDF, les réfugiés, les exilés. Le titre de l'intervention est entre trauma et résilience de ces personnes qui sont malheureusement souvent oubliées. On oublie que la maladie mentale et que la santé mentale touche tout le monde, hein, et souvent quand on est dans des situations précaires ou plus difficiles, c'est encore plus compliqué et parfois même les situations sont beaucoup plus graves. Et je pense que c'est une très très bonne chose que Oumaima nous en parle aujourd'hui pour donner justement l'espace, la place à ces personnes qui sont souvent mises de côté et oubliées, pour qu'on puisse comprendre un peu plus, grâce à son intervention, ce qui se joue pour cette population-là. Donc, bienvenue à toi, Oumaima. Merci pour ta présence et je te laisse enchaîner. Wafiki barakallah. Du coup, salam alaikum. Je vais d'abord commencer par partager mon écran pour vous partager la diapo qui est le support de la présentation d'aujourd'hui. Et je compte sur toi, Ali, pour me dire si c'est bon. Ouais, on la voit. Ouais, c'est Ok, top. ok, parfait. Donc, on voit bien tout ça. Ok, parfait. Et ben, merci du coup pour cette présentation. Effectivement, cette population dont on ne parle pas beaucoup. Et avant toute chose, permettez-moi de vous passer le salam en bonne et due forme. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa Habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la population SDF, exilés et réfugiés. Et on va regarder un petit peu la vie psychique de ces personnes-là. Et notamment ce qui se passe dans le mouvement du trauma et de la résilience. Excuse-moi, Oumaima, désolé de Oui, t'interrompre. oui, Juste au niveau du ton partage d'écran, je crois que, oui, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je vois mon oui. petit cadre à moi qui est Ok, visible, je alors l'enlève. que ça Ok, devrait être le tien. Non, non, tu peux laisser, mais il faudrait juste qu'on le voit toi si tu veux qu'on te parfait. voit, ou si tu veux l'enlever, tu peux l'enlever. Mais c'était juste pour te dire que c'était moi qui était Ok. visible et pas toi, du coup. Et comment je peux faire? Alors, ne quitte pas le zoom, reste avec nous. Je quitte pas le Zoom. Alors, comment je peux faire? Tu l'avais peut-être fait tout à l'heure, je crois, non? Quand tu cliques dessus. Hmm, Alors, attends, peut-être ça. Quand je clique dessus, non, même quand je clique dessus, ce n'est pas moi qu'on voit. Ah, attends, il y a quelqu'un qui dit qu'on te voyait quand même là-haut, mais est-ce que vous la voyez dans le cadre? Parce que normalement, c'est elle que vous devez voir dans le petit cadre. Hmm, Salam alaikum, Oumaima. Oui, en fait, on voyait le voilà. cadre de Ali. Ok. On voit pas ton cadre. Ok. Est-ce que tu sais comment ce que je peux faire pour que ce soit moi qui soit visible? Hafsa, elle vient de dire. euh, Ah bah c'est bon, apparemment tout le monde te voit dans le cadre. Non, bah tout le monde te voit dans le cadre. Ok, c'est Mais peut-être pas dans parce le que cadre de la vidéo qui est enregistrée en fait. Là, tu vois, par exemple, c'est moi qu'on voit. Ouais, ok. Donc, il faudrait que tu mettes le tien en fait. Mais sinon, Peut-être Salam que ça se fait alaikum, par salam rapport à alaikum. celui qui parle. oui. Vous Du coup, êtes ça en serait train de toi la qui va parler. perturber. En réalité, salam alaikum. Non, c'est pas grave. Oumaima, Dis-moi là, c'est quoi. juste parce que ça partage l'écran de ton iPad. Enlève le petit écran là où j'apparais, appuie sur moins et Ok. continue ta présentation normalement parce que sur le Zoom, toi, tu apparais. Ok? Là, c'est juste Ok. sur Donc l'écran là, de j'apparais. l'iPad où tu n'as pas. Oui, Ok. là, quand tu parles, Voilà, donc j'apparais. c'est Est-ce que ça. là, c'est bon? Ok, c'est parfait. Donc tant mieux, comme ça, je me vois pas non plus. Parfait, barakallahu fikoum. Du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais. En tout cas, je précisais un petit peu le titre et la thématique d'aujourd'hui. Et pour continuer ma présentation, du coup, je vais vous parler un tout petit peu plus et très rapidement de la structure dans laquelle je travaille pour que vous puissiez un petit peu vous imaginer et vous représenter
mon quotidien et comment j'ai pu arriver à certaines réflexions. En tout cas, c'est une structure du coup médico-sociale qui héberge en temps complet et de manière inconditionnelle, donc pas de retour en rue brusque et imprévu, des personnes qui sont sans domicile fixe, qui ont des pathologies aiguës et qui ont besoin de soins sans que ce soit forcément une hospitalisation. Donc, c'est des structures d'hébergement avec une équipe médicale, médecins, psychiatres, infirmiers, aides-soignants, une équipe sociale, donc des assistants sociaux, des animateurs, parfois aussi des auxiliaires de vie, etc. Et puis, dans certaines structures, il y a aussi des psychologues et moi, la neuropsychologue, du coup. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que la problématique de la vie en rue et de la précarité, c'est une problématique d'abord sociétale qui fait beaucoup de bruit dans les médias. On entend beaucoup parler de ça, de tout ce qui est politique d'accueil, qui se resserre, etc. Mais on ne sait pas trop ce que vivent vraiment ces personnes. On entend des chiffres, on entend des problèmes, on entend des trucs au niveau économique, etc. Mais on ne sait pas trop finalement ce que ces personnes vivent. On voit des témoignages, etc. Mais peut-être que migrer un petit peu dans leur psyché, ça peut aussi nous aider à les connaître un petit peu mieux. Et maintenant, les JO sont finis, il reste les paras, mais les JO sont terminés. Mais on a pu quand même assister à un certain nettoyage social. C'est le terme qui est un petit peu transmis dans les médias, le nettoyage social des SDF et des migrants pour optimiser cette expérience de JO pour les touristes aux yeux du monde entier, pour montrer un Paris tout propre, tout beau. Et ces personnes-là, certaines ont été hébergées dans des structures de façon plus ou moins pérenne, mais la majorité, elle est encore en rue, elle a été déplacée hors Paris, hors de l'Île-de-France, ce qui vient quand même réactiver certains traumas, des ruptures, etc. Donc, c'est une population dont on n'a pas beaucoup entendu parler jusque-là. Là, il y a eu un petit peu plus de lumière dessus, mais c'est une population qui a toujours qui a toujours souffert de la vie en rue. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser et vous peut-être changer un tout petit peu votre façon de voir ces personnes-là qu'on croise au final tous les jours dans la rue, en fait, tout simplement. Alors, du coup, quelques chiffres pour se représenter les choses. En France, on a à peu près 300 000 personnes qui sont sans domicile. Certaines sont hébergées en structure, d'autres, c'est des demandeurs d'asile et des migrants. Et à peu près 22 000 personnes vivent encore dans des bidonvilles en 2024 en France. Les profils des personnes qu'on retrouve en rue, c'est donc à part les migrants, les exilés qui arrivent en France sans vraiment de solution de repli. On a ce qu'on appelle un peu les autochtones, c'est-à-dire c'est des franco-français ou des Français d'origine étrangère qui vivent qui sont nés et qui vivent sur le territoire français. On va retrouver des anciens détenus, des personnes qui sortent de structures psychiatriques, des jeunes qui sont en fin de droit de l'ASE, etc. Et en fait, c'est des personnes qui sortent de ces structures-là, mais sans forcément être accompagnées. Sans rentrer dans les détails, je vous laisserai relire les chiffres si vous voulez dans la vidéo du replay. Mais en tout cas, il y a pas mal d'hommes isolés. C'est majoritairement des personnes qui ont vécu des traumatismes au cours de leur vie. Pareil ici, je vous laisserai regarder les chiffres. Mais en tout cas, j'aimerais juste attirer votre attention sur les deux dernières lignes. 146 bébés sont nés dans la rue en 2019 et 700 enfants vivent sur le trottoir à Paris. Donc, c'est une question qui est vraiment essentielle. En fait, il faut qu'on se rende compte que c'est des personnes qui sont là, en fait, même si on essaie de les cacher, etc., qui existent et qui seront probablement traumatisées à vie de par cette expérience de rue. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à la rue Dans les études, on expliqué que déjà, ça peut arriver à tout le monde, hein, je le signale, mais en tout cas, ce qui peut se passer, c'est l'accumulation de plusieurs problématiques personnelles, de santé, de divorce, de surendettement, de perte d'emploi, les personnes qui vont tomber malades, qui vont être en perte d'autonomie, mais sans personne autour, etc., qui va rendre compte de ça, qui vont se retrouver en rue. Et en plus, on a aussi des personnes qui viennent d'autres pays, donc l'exil, la migration va faire que l'arrivée va se faire dans des conditions qui ne sont pas optimales, et donc c'est des personnes qui vont rester en rue.
Le lien familial aussi, c'est un des facteurs de risque. Quand le lien familial est assez fragile, voire absent, ça augmente les risques d'être un jour ou un mois ou une semaine ou plusieurs années en rue. Et de plus en plus, on remarque qu'il y a de plus en plus de migrants, plus de femmes, de moins en moins d'hommes isolés. Avant, c'était plus des hommes, des jeunes. Maintenant, on a de plus en plus de beaucoup plus jeunes, de mineurs. Et on a aussi dans la population migrante de plus en plus de diversité dans les origines. Alors qu'avant, les personnes qui étaient en rue, c'était un petit peu le clochard du coin, qu'on connaît un petit peu tous cette image-là. Clochard étant un mot un peu à connotation quand même négative. Euh, mais voilà, en tout cas, la population qui vit en rue a énormément changé au cours de ces dernières années. Certaines précisions terminologiques sont quand même intéressantes. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus, mais en tout cas, sans domicile fixe et sans abri, ce n'est pas forcément la même chose. Sans domicile fixe, c'est une personne qui, au moins la nuit précédente, a eu recours à un service d'hébergement ou si elle a dormi dans un endroit qui n'est pas prévu pour l'habitation, donc un parking, sa voiture, elle a dormi au travail ou des choses comme ça. Et sans-abri, c'est une personne qui dort dans la rue et qui a absolument aucune solution de repli. D'autres précisions terminologiques par rapport à la thématique de la migration, la différence entre exilés et réfugiés, bon, elle n'est pas tellement intéressante, enfin, je ne vais pas m'attarder non plus dessus, ce n'est pas le but, mais en tout cas, on va peut-être s'attarder sur la définition de réfugié qui définit en fait une personne qui a fui son pays parce que elle a, d'après la Convention de Genève, craint avec raison. Je sais pas trop ce que ça veut dire craindre avec raison. Enfin, bref, c'est un peu qui a qui a été exposé ou qui a peur d'être persécuté de fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité et de son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques. Donc, elle doit fuir ce pays et chercher refuge dans un autre pays qui n'est pas le sien parce qu'elle ne peut pas réclamer la protection de son pays natal. Donc ça, c'est une personne réfugiée. Et puis, la définition de migrant, c'est toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux. Émigrer et immigré, ce n'est pas des termes qu'on utilise beaucoup, mais en tout cas, émigrer, c'est juste une personne qui a quitté son pays. Donc, dans son pays, on dit que c'est une personne émigrée. Et immigré, c'est la personne qui est en train d'immigrer. Donc, elle est encore sur le chemin, c'est le temps du passage entre les frontières. On pourrait penser que les liens entre la vie en rue, la précarité, etc., est simpliste. En réalité, le lien il est un petit peu complexe quand même. On parle d'une certaine auto-alimentation entre ces deux facteurs-là. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que les troubles psychiques vont permettre une précarisation ou favoriser une précarisation de la personne. Et par ailleurs, la situation de précarité va venir aussi favoriser l'apparition, voire aggraver certains troubles psychiatriques. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et ça fait naître un petit peu, comme on dirait un peu dans le milieu, la clinique psychosociale, qui est une clinique un petit peu spécifique. Pareil, toujours des chiffres sur la prévalence des troubles psychiques chez la population précaire. Je ne rentre pas dans les détails encore une fois, mais il faut savoir que la population en rue, les exilés, les migrants sont plus sujets à des troubles psychiatriques, des maladies psychologiques, etc., que la population générale, donc que les personnes qui ne sont pas en rue, qui ne vivent pas dans la précarité. Et la spécificité de la population des migrants, c'est que en comparaison par rapport aux autres personnes qui sont non migrantes, qui vivent en rue, c'est qu'elles vont être moins touchées par certaines pathologies psychiatriques. Par contre, elles vont être davantage touchées par tout ce qui est syndrome psychotraumatique, ce qui va évidemment être renforcé par une précarité sociale et une précarité administrative, puisqu'ils ont vécu tout plein de violences dans leur pays d'origine, puis dans leur parcours d'exil. Alors, le titre de cette partie, c'est l'exil, un mouvement physique et intrapsychique. J'aurais pu dire la migration, mais bon, parfois je vais dire exil, parfois je vais dire migration. C'est pas très important pour la terminologie tant qu'on sait de quoi on parle.
pourquoi je dis que c'est un mouvement physique et intrapsychique? Parce que la migration, c'est un mouvement, c'est un départ de quelque part qui va forcément induire des mouvements psychiques et psychologiques. Euh, Déjà, pourquoi les gens migrent de leur pays d'origine? Il y a plusieurs raisons et les principales, c'est des raisons politiques et de sécurité. Donc, avec tous les conflits armés, les guerres, les persécutions religieuses, les personnes ne vont pas avoir d'autre choix que de partir, en fait, pour leur survie physique et on le verra aussi pour leur survie psychique. Parfois, c'est aussi des raisons économiques et manque d'opportunités de travail, etc., ou d'études. Certains aussi pour des raisons de santé, puisque leur pays d'origine ne peut pas leur prodiguer les soins nécessaires à leur état de santé, puisqu'ils ont un diagnostic et en fait, il faut aller se faire soigner dans un autre pays. Parfois, c'est des gens qui ont tout un travail, une vie, une famille, qui viennent en France, ils se retrouvent avec des difficultés de santé, et ils se retrouvent un peu par des enchaînements de choses, d'événements, à la rue. Alors que c'est des personnes qui ne sont pas prédisposées en quelque sorte pour ça, parce qu'ils sont venus se faire soigner et repartir. Sauf qu'en fait, bah, je sais pas, parfois ils perdent leur papier ou des choses comme ça, et ce qui fait que bah, ils se retrouvent quand même dans des structures d'hébergement comme la nôtre. Voilà, ça c'est les raisons principales de pourquoi les gens migrent. Ça, je pense que c'est pas une surprise. D'ailleurs, la migration, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Les gens ont migré depuis les débuts des temps, hein. D'ailleurs, les prophètes eux-mêmes ont reçu l'ordre de quitter leur peuple, pardon, soit parce que c'était un peuple trop corrompu socialement et moralement, soit parce qu'ils étaient persécutés par leur propre peuple, puisque c'est des prophètes qui appelaient à la soumission d'Allah et le délaissement du shirk. Donc, Allah encourage la migration dans plusieurs, vraiment, il y en a beaucoup des versets du Coran qui parlent de la migration euh, qui est encouragée quand on se retrouve dans des situations où la dignité et la sécurité est touchée. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, de surprenant, en fait. Donc, on devrait comprendre ces raisons-là. On ne devrait pas leur dire quand ils arrivent, mais pourquoi tu avais une famille, tu avais un travail chez toi, pourquoi tu es venu ici, en fait. Ce n'est pas du tout un discours qu'on doit tenir quand on a un migrant face à soi. Donc évidemment, ce départ, il ne se fait pas sans enjeu, et l'enjeu psychologique notamment, qui prend source dans un déracinement profond et violent, euh, ce, ce déracinement-là, il va s'intriquer avec plusieurs dynamiques psychologiques. Par exemple, là, je cite le deuil, qui va être une perte qui oblige à un renoncement dans la douleur à quelque chose de très, très important, qui fait partie de la constitution d'une identité sociale, pardon. C'est-à-dire que les gens vont perdre leur travail, ils vont laisser leurs biens matériels, ils vont laisser leur maison, leur voiture, leur statut social, leur langue, leur culture, leur famille. Donc, c'est un renoncement, mais un renoncement malgré eux, qui est dans la douleur. On ne choisit pas comme ça pour le fun de quitter, parfois sans retour, de quitter sa terre natale et sa famille et tout ça. Et l'exil, je dis que c'est un arrêt dans le temps aussi parce que euh, c'est une cassure en fait. C'est des personnes qui doivent tout recommencer à zéro. L'avenir est incertain, le passé est douloureux et traumatique, et le présent est très très précaire. Donc il y a une sorte de suspension dans le temps, on sait plus trop. C'est des personnes qui vont se retrouver dans des situations où ils comprennent plus trop ce qui se passe, ce qu'il faut faire, et ils se laissent un petit peu porter par les événements, bah, juste en fait pour survivre tout simplement. Et en plus, le départ, il se fait parfois dans le trauma. C'est-à-dire que parfois, pour fuir, bah, quand on fuit une guerre, etc., c'est du jour au lendemain. C'est pas quelque chose de réfléchi, de quelque chose qui est investi psychiquement, etc. C'est du jour au lendemain. Parfois, ils partent sans prévenir leur famille, euh, donc sans les rites d'adieu qui sont propres à certaines cultures. Donc, c'est une situation qui est assez désorganisante au niveau psychique pour ces personnes-là. Alors, terre d'accueil, terre de deuil. Beaucoup de rimes dans mes titres, effectivement. L'enjeu psychique de l'arrivée, du coup. Là, on a parlé un petit peu du départ. On va parler un petit peu maintenant du chemin et de l'arrivée. Le parcours migratoire, il faut savoir qu'il dure
ils durent parfois des mois, voire des années. Enfin, des années, c'est-à-dire qu'ils partent, parfois ils font des haltes, on va dire, dans certains pays, ils vont rester 2 mois, 2 semaines, un an. Et en fait, quand on parle d'arrivée, c'est pas vraiment une arrivée parce qu'on ne sait pas s'ils vont rester toute leur vie, du coup, pour la fin de leur vie en France, ou s'ils vont retourner dans leur pays, ou s'ils vont aller dans d'autres pays de l'Union européenne, etc. Mais en tout cas, le parcours migratoire, c'est encore quelque chose de traumatisant. C'est un moment où le stress est permanent, ils sont en sécurité nulle part et ils vont être proie à des sentiments d'insécurité, oui, mais de persécution qui sont réels ou imaginés, de paranoïa. Tout ça pour arriver parfois dans des conditions chaotiques aussi. Donc l'arrivée dans le trauma, on a vu des images dans les médias de migrants comme ça qui arrivent et enfin, des choses vraiment très, très, très violentes euh, auxquelles je pense qu'ils ne s'attendent pas. Et je pense que ça choque en fait par la condition d'être humain. Comment on peut traiter ces gens-là comme ça en fait, même s'ils sont là illégalement, etc. Parfois, ils sont vraiment traités comme des non, c'est pas des êtres humains, quoi. Excusez-moi, je m'emporte. Donc, cette arrivée, elle va s'accompagner toujours par de nouveaux mouvements psychiques. On a plusieurs phases qui vont traverser. Donc, la phase de transculturation, c'est cette phase-là où la personne va devoir s'ajuster à un double système de référence culturelle, donc le sien et celui du pays d'accueil. Et ils peuvent se sentir un petit peu perdus face aux règles sociales sous-jacentes qu'on a au quotidien. En fait, pour nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture en tant que Français, voire en tant que culture parisienne parfois. Mais on va pouvoir parfois assister à un véritable choc des cultures, rien que dans le style vestimentaire. L'image de soi, elle peut être bouleversée parce que aussi, il y a un rapport social au prototype de beauté aussi, par exemple, qui va être différent. Une grande incompréhension, en tout cas, un sentiment de vraiment d'être perdu. Donc, quand tout se passe bien, etc., que la personne a pu plus ou moins s'acclimater, on peut parfois avoir une phase d'intégration. C'est la phase où petit à petit, la personne va trouver sa place, va avoir un nouveau statut qui va plus être celui de l'exclu, mais qui va être celui peut-être du réfugié quand ils réussissent à avoir ce titre-là ou autre, etc. En tout cas, c'est toujours quelque chose de nouveau qu'il va falloir réaménager. C'est toujours un travail psychique permanent. Et quand je dis des nouvelles vies au pluriel, je parle du coup là de la vie en rue. Parfois, les personnes arrivent, elles ne sont pas prises en charge directement. La vie en rue, elle mérite un séminaire à elle toute seule aussi. Mais en tout cas, la vie en rue, c'est toujours encore une fois une source de trauma. Il y a les violences, il y a les vols, il y a des viols, avec tout le lot de problèmes d'hygiène, les poux, la gale, des problèmes de santé avec des contaminations qui vont être facilitées, notamment des cas de tuberculose. Et voilà, des choses qui vont s'accumuler petit à petit. Et puis, parfois, il y a la vie en structure qui n'est pas non plus facile. C'est pas parce qu'ils sont plus en rue que ça va mieux. La vie en structure, il faut savoir qu'elle est très compliquée parce que il y a les chambres partagées. Il y a certaines psychopathos pour lesquelles c'est difficile d'être en communauté, en fait, manger tout le temps avec des gens, notamment ça peut réactiver certaines angoisses, etc. Et ce qui est déjà arrivé aussi, bon, c'est rare, mais je le transmets comme ça, c'est que parfois, il y a des personnes qui ont retrouvé des personnes qui font partie d'une ethnie qui les a persécutées. Donc, ce n'est pas deux personnes qui se sont persécutées l'une l'autre ou autre dans leur pays, mais en tout cas, elle fait partie de cette ethnie. Donc, au niveau traumatique, ce n'est pas l'idéal quand on vient chercher une sécurité quelque part. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le temps des démarches administratives, qui est un temps qui est aussi... c'est un moment, en fait, c'est un moment clé. Parce que c'est un temps qui passe d'une façon très, 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 très particulière. Il y a le temps qui passe objectivement, mais la personne qui attend d'avoir des papiers, d'avoir un statut de réfugié, etc., elle va être privée de ses droits civiques pendant ce temps-là. Donc, pendant cet instant-là, c'est qui? C'est un sans-papier, un sans-statut, un sans-avenir, enfin, c'est quoi? Enfin, c'est une période un peu particulière.
Et le fait que cette personne-là soit privée de ses droits civiques et politiques, euh, c'est un peu comme si l'égalité juridique entre les hommes a été abandonnée. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la conception idéalement islamique. Je ne parle pas de la loi des hommes, mais de la loi islamique quand il s'agit de la demande d'asile, où les personnes qui demandent refuge et qui demandent l'asile chez les musulmans, par exemple, vont avoir les mêmes statuts que les nationaux, puisque la protection d'une personne qui est en danger, c'est une obligation collective à ce moment-là, qui doit être partagée par l'ensemble de la communauté. Effectivement, le Coran nous le dit dans plusieurs versets aussi. Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le-lui dans Surat Tawbah. Et là, on voit bien que même si la personne ne sont pas musulmanes, parfois même c'est des personnes qui sont en conflit avec les musulmans, on les accueille quand même. Ils sont censés en tout cas être accueillis convenablement comme des personnes. Puis il y a le concept de Amen, qui veut dire protection et refuge sans discrimination. Amen, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. En fait, c'est le respect et honorer cette protection par toute la communauté musulmane. Rompre cette protection, c'est un petit peu, c'est interdit déjà et c'est un déshonneur aussi. Et je pense que ce concept, ça ramène un petit peu à ce verset qu'on connaît un petit peu peut-être tous, Inna ma'al usri yusra, c'est-à-dire que on retrouve de la facilité dans la difficulté. Et si on offre à ces personnes-là certaines ressources externes pour pouvoir se reposer, leur donner une dignité, une place, etc., ça va favoriser tout ce qui est ressources internes en eux, donc psychologiques, spirituelles, par le soutien social et la sécurité qu'on leur prodigue. Et on verra à quel point c'est important pour les personnes. Donc c'est comme si on leur permettait d'au moins attendre, donc de passer ce temps d'attente de leur avenir dans de bonnes conditions. Alors, l'attente et après. Justement, cette attente, c'est un état vraiment très, très particulier, avec un état, avec un moment qui est très propice à tout ce qui est anxiété, rumination, appréhension, voire du pessimisme, parfois de l'espoir. Euh, et un café long, comme le temps, c'est ce que m'avait dit un patient que j'avais croisé à côté de la machine à café. Et je lui ai proposé s'il voulait un café. Il m'a dit oui. Je lui ai dit cours long. Et c'est un patient qui ne parle pas beaucoup. En fait, il est souvent assis là, il fait rien, entre guillemets, enfin, le regard dans le vide. Et il me répond un café long, comme le temps. Et j'étais un peu surprise par sa réponse parce que je ne m'attendais pas à autant de poésie. Bon, moi, je l'ai vu un peu comme quelque chose de poétique, mais en réalité, ça en dit beaucoup sur son état psychique à ce moment-là. Le temps est long, en fait. Puis c'est quelqu'un, même dans ses mouvements, assez ralenti. Enfin, voilà. Tout ça pour, au final, ne pas pouvoir lui acheter son café parce que la machine ne prenait pas la carte et j'avais pas de monnaie. Donc, un petit fail de plus dans mon quotidien de neuropsy en milieu médical. Du coup, je voulais aussi parler du concept du temps qui est quand même quelque chose de très subjectif et comment il peut être impacté par l'expérience en rue et par toutes ces démarches administratives. On sait que dans la rue, les gens dorment peu, dorment mal, ils passent leur temps à attendre, ils passent leur temps à courir derrière les besoins essentiels, ou manger, ou dormir, ou être soignés, à attendre qu'on leur donne de l'argent pour ceux qui font de la manche, pardon. Et l'impact de l'attente administrative de certaines réponses, de certains dossiers, etc., elle représente aussi quelque chose de l'ordre du décalage entre ses propres besoins, en termes besoins psychiques, besoins administratifs, et les délais de traitement réels des dossiers, en fait, tout simplement. Et cette attente, elle est tellement insupportable que parfois, ils peuvent mettre en place des choses un petit peu paradoxales, c'est-à-dire mettre en échec ces démarches, tellement l'attente est insupportable. Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment conscient, mais on le remarque souvent, cette attente, elle est vraiment tellement angoissante que je préfère mettre mon truc en échec moi-même plutôt qu'on me réponde non et que voilà, je repousse un petit peu les échéances aussi. Euh, donc, c'est pas forcément des périodes évidentes, c'est un petit peu des périodes
en même temps vide et en même temps rempli d'angoisse et de rumination et d'attente, en fait, tout simplement. Et ça prend énormément de place au niveau psychique. L'après, c'est le moment tant attendu, concernant en tout cas les demandes d'asile ou les demandes de titre de séjour pour des raisons de santé. On a soit donc on refuse, soit on accorde le titre en question à la personne. Le refus, ça va impliquer des choses aussi assez violentes. Donc, quand on refuse un réfugié de lui donner son titre de réfugié, un exilé son titre de réfugié, bah, ça veut dire que tout ce qu'il a dit, ce qu'il a raconté aux médecins de l'OFPRA, etc., et devant le juge, bah, ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est, ou alors que c'est pas assez grave. Donc, on peut imaginer à quel point ça peut être violent pour les personnes qui sont pas là parce que elles voulaient visiter Paris et voir la Tour Eiffel, en général, qui sont là parce qu'elles ont vécu des choses parfois horribles. Et en plus, ces audiences-là, elles se passent dans un tribunal. La personne, elle est un peu dans une position de, comment dire, de criminel ou de suspect. Et en fait, c'est à lui de prouver euh, tout ce qu'il a vécu. Bon, évidemment, ça se comprend, mais on demande à quelqu'un de traumatisé de raconter sans trop d'émotion, mais avec un petit peu d'émotion quand même, histoire que ce soit convaincant. Il ne faut pas qu'il y ait d'incohérence dans les dates, il faut pas que... Voilà. Donc, c'est quelque chose aussi qui est soumis à la subjectivité et l'intuition de celui qui est en face, parce que comment prouver des choses qu'on ne peut pas vraiment prouver? Il y a des choses qu'on peut pas vraiment démontrer. Et on sait qu'en plus, dans le trauma, quand on parle du trauma, c'est pas quelque chose de très évident. On peut se perdre, on peut être coupé de ses émotions ou au contraire, être trop dans l'émotion et ne pas réussir à raconter. On peut se perdre dans les dates, dans les événements, se contredire. Et ça ne veut pas dire que la personne est en train de mentir, ça veut juste dire qu'elle a été victime de certaines choses tellement violentes que ça désorganise au niveau psychique. L'accord du statut, une fois que parfois, des fois ça se passe aussi bien, hein. On leur accorde ce statut de réfugié ou alors on leur accorde des titres de séjour pour soins. Euh, donc ça peut être porteur d'espoir, ça peut venir réorganiser quelque chose chez les personnes, ça peut restructurer quelque chose. C'est très bien, c'est une nouvelle aventure qui commence. Mais c'est pas forcément anodin. C'est pas parce que du coup, voilà, on est content, super, tu l'as eu ton truc et tout. Mais ça veut pas dire que tout va bien en fait. Déjà, ça veut dire que on confirme que son vécu ou que sa maladie est très grave et traumatique. Pour les réfugiés, ils n'ont plus le droit de retourner dans leur pays. Donc, quand on est réfugié, on ne peut plus retourner dans son pays. Et puis, il y avait tellement d'espoir, oui, je serai heureux une fois que j'aurai ce statut-là. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais en tout cas, il y a une désillusion parce qu'on s'attend à ce que ça va tout de suite mieux, mais en fait, non, il y a plein de choses qui vont se suivre après. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore une fois des mouvements psychiques qui vont se mettre en place et il faut toujours être un petit peu vigilant, même quand les nouvelles peuvent sembler bonnes, etc. Il faut toujours être vigilant, qu'est-ce que ça peut provoquer chez la personne et de façon plus inconsciente que consciente d'ailleurs. Alors, la clinique du trauma chez les migrants, ça va me permettre de parler à la fois du trauma sans rentrer vraiment dans les détails à mon grand regret. J'aimerais beaucoup parler de tout ce qui est neurobio, etc. Mais là, ce n'est pas vraiment le sujet. Là, c'est plus sensibiliser à la population à ce qu'elle vit. Donc, je vais pouvoir parler du trauma et plus spécifiquement de ce que ça implique chez les migrants en particulier. Alors, la définition du psychotrauma, on sait tous un petit peu hein, dans ce que ça veut dire le trauma. Le grand public est au courant de ce que c'est que le trauma. Donc la définition que j'ai choisie aujourd'hui, c'est que c'est un ensemble de troubles psychiques immédiats, post-immédiats, puis chroniques, pouvant se développer chez une personne après un événement traumatique qui a menacé son intégrité physique ou psychique. Ces troubles peuvent s'installer durant des mois, des années, voire toute une vie en l'absence de prise en charge. Donc, ça peut être des événements qui sont marquants, bruyants et violents, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus discrètes en quelque sorte, mais qui vont s'accumuler dans le temps, ce qui va faire provoquer un psychotrauma. Donc, en fait, c'est vraiment un processus psychique progressif et ce n'est pas forcément une réponse automatique. Tout ce qu'on peut nous imaginer
qui ferait trauma ne fait pas forcément trauma. Et il existe plusieurs tableaux cliniques du psychotrauma selon les personnes, les classifications, etc. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de s'attarder quelques instants sur les principales manifestations du psychotrauma. Donc, on y retrouve principalement donc, des syndromes de réviviscence qui peuvent s'exprimer par des flashbacks, des rêves, c'est en fait, après un laps de temps, après le trauma, c'est un petit peu revivre, réimaginer ces scènes traumatiques, ce qui va provoquer le syndrome d'évitement dont je parle juste après. Voilà, c'est un petit peu cette hypervigilance, ces accès de colère. Et il y a une théorie qui dit que le syndrome de réviviscence et de répétition, c'est un petit peu pour tenter de remettre la main sur certaines choses qui ont été très, très difficiles à vivre. C'est une théorie, on l'entend ou pas, en tout cas, c'est une théorie. Les perturbations cognitives. Il va y avoir des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire de travail. Il y a des levées attentionnelles complètement, en fait, sous forme d'absence parfois, qui peuvent durer quelques instants, voire quelques minutes. Il y a des troubles, du coup, je disais, de mémoire, avec soit une amnésie, soit une hypermnésie, donc des souvenirs beaucoup trop réels, enfin beaucoup trop vifs. Et notamment, comme je le disais tout à l'heure, dans le psychotrauma, on va avoir la chronologie des faits qui va être altérée. Les personnes vont même parfois déformer les souvenirs parce qu'en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on réactive un souvenir, on le déforme en partie. Et voilà, donc tout ce qui est aussi les faits récents, les faits du quotidien, il n'y a plus trop de place psychique et même de force cognitive pour les introduire. Donc l'ici et le maintenant est envahi par le passé traumatique, ce qui fait que on n'est pas très bien concentré, il y a des choses qu'on oublie. Le syndrome d'évitement dont j'ai parlé, c'est voilà, éviter tout ce qui peut se rapporter de loin ou de près au traumatisme pour ne pas s'y reconfronter. Les perturbations neurovégétatives aussi, donc tout ce qui est sommeil, appareil vasculaire, digestif, cutané, les troubles visuels, les vertiges et les céphalées, tout ça, c'est des choses qui vont être perturbées dans le psychotrauma. Les symptômes dissociatifs avec ce qu'on appelle la déréalisation. Il y a aussi la dépersonnalisation, c'est-à-dire la déréalisation, c'est un petit peu ce que disent les patients, c'est par exemple, je ne sais pas, est-ce que je suis dans un film, est-ce que c'est la réalité, je me sens comme spectateur d'une scène, est-ce que c'est moi, là vraiment moi, enfin, c'est un truc un petit peu où il y a une dissociation entre le vécu physique et l'élaboration psychique qui l'accompagne et les émotions. C'est un état très particulier. Et les troubles de l'humeur, les états dépressifs, etc. Sauf que parfois, dans certains cas, ça peut prendre une allure psychotique. C'est-à-dire que ça peut ressembler à une psychose, mais ce n'est pas vraiment une psychose. Et cette manifestation-là psychotique, on peut la retrouver dans les dépressions très, très sévères, par exemple, dans les démences certaines démences, ou alors dans des stades avancés de la démence aussi. Donc, ce n'est pas une psychose, mais il y a des hallucinations ou des choses comme ça. Il me semble que dans le psychotrauma, certaines choses qui peuvent être assimilées à des hallucinations, c'est juste des reviviscences trop réalistes. Trop réalistes. Et parfois, ce traitement psychique ne va pas suffire parce que les mécanismes de défense vont s'épuiser, parce que les réorganisations psychiques sont trop coûteuses, ça va se solder par un échec. Et à ce moment-là, le corps va reprendre le relais pour pouvoir s'exprimer. Une émotion, un état, etc., va toujours finir par s'exprimer, quel que soit son mode d'expression. Ça va toujours finir par sortir. Donc, ça ne sert à rien de mettre ça sous le tapis, quoi. En tout cas, on va avoir l'apparition de certains troubles psychosomatiques qu'on va définir comme une altération d'un fonctionnement organique sans origine lésionnelle, mais d'origine psychogène menant à une pathologie organique. Ça veut dire, en gros, que le corps va s'exprimer, il va montrer quelque chose. On va pas forcément... Alors, c'est pas conscient, c'est pas une formation consciente. Les personnes ne se disent pas « Ah, j'ai pas vraiment pu élaborer autour de mon trauma, donc aujourd'hui, je vais faire une alopécie. » Pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très inconscient, ça vient à la personne, en fait. Ça va être, par exemple, des céphalées, les troubles moteurs, des troubles digestifs, l'alopécie, comme je disais, et parfois des maladies
beaucoup plus sévères, auto-immunes par exemple, et des trucs beaucoup plus sévères. Donc, je disais que cette expression-là de ces symptômes va venir soulager un conflit psychique qui n'a pas pu être élaboré, comme si le corps devenait un porte-parole, en fait. Quand le langage a été aboli, le corps va prendre le relais. Le corps, d'ailleurs, ça prend une place importante dans la question dans la question du traumatisme chez les migrants, puisque le corps, c'est un petit peu aussi son témoin, son atout devant un juge. C'est le truc un peu irréfutable, quoi. Genre, regarde, j'ai des cicatrices de telle violence, de telle torture, tu peux pas me dire que voilà. Bon, c'est des choses un petit peu plus élaborées au niveau psychique. Et puis, je voudrais juste rappeler que le modèle islamique du fonctionnement de l'être humain prend déjà en compte en fait cet aspect-là de la connexion entre le cœur, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps fait partie intégrante de ce fonctionnement-là. Et le corps, en quelque sorte, comme je disais, c'est un garant de vérité. Donc, on le prend en compte aussi dans la tentative de la compréhension du fonctionnement d'une personne. Et c'est ce que le modèle islamique de la compréhension du fonctionnement humain nous enseigne. J'arrive un petit peu vers ma dernière partie. Je suis désolée, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Alors, du coup, terre d'exil, terre fertile, comme je vous disais, il y a beaucoup de rimes dans mes titres. Alors, est-ce que la terre d'exil est une terre fertile à la résilience? D'abord, qu'est-ce que c'est que la résilience? La résilience, c'est le potentiel humain, qui peut être individuel ou groupal, de résister à des situations traumatiques en développant des ressources créatrices pour émerger de l'adversité. L'adversité, c'est, on va dire, comme les épreuves de la vie, les difficultés, et reprendre un nouveau développement. La résilience, c'est un processus aussi dynamique. Donc, comment ça se forme, entre guillemets? Donc, il faut une confrontation au trauma, ou pas forcément trauma, mais en tout cas, une confrontation à une adversité, et une résistance qui va venir essayer de se faire par la mise en place de certains mécanismes de défense pour protéger la psyché de cette désorganisation que le trauma va provoquer. Donc, en gros, il y a une charge émotionnelle du trauma qu'on va essayer de mettre sous le tapis avec des mécanismes de défense d'urgence. En fait, c'est vraiment sur l'urgence, on va faire ça, blablabla, tac, sous le tapis. Une deuxième phase, c'est la phase d'intégration et de l'élaboration sur le vécu. Donc, élaborer sur le vécu, l'intégrer psychiquement, c'est une tentative de donner sens à quelque chose qui est difficile à se représenter. Et là, il y a des nouveaux processus qui vont prendre place, qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus élaborés. C'est par exemple l'utilisation de l'humour, de la créativité, c'est intellectualiser les choses, c'est symboliser les choses, par exemple par l'art, l'écriture ou alors d'autres choses comme ça. En tout cas, c'est mentaliser les choses. Là, cette fois, c'est vraiment, tout à l'heure, je disais, on les met sous le tapis. Là, on va vraiment dérouler le tapis et regarder ce qui se passe, mettre en pensée les choses, les mettre en mots. Et ça va, par exemple, permettre d'éviter la somatisation, c'est-à-dire faire en sorte que le corps, ce que je disais juste avant, psychosomatiser, c'est quand le corps prend le relais pour exprimer des conflits psychiques par le biais de certaines pathologies. Donc, c'est résoudre certains conflits psychiques et aller reprendre un nouveau développement, un néo-développement. C'est en gros, pour le dire pas vulgairement, mais en tout cas de façon familière, c'est voilà, cette capacité de rebondir. La résilience, c'est un nouveau développement, mais c'est pas un retour à l'état avant le traumatisme, comme si de rien n'était. C'est pas non plus quelque chose de figé qui définirait une personne dans son entièreté. Donc, quelqu'un qui est résilient, et puis, comme si c'était un bouton, on appuie dessus et du jour au lendemain, il est résilient ou du jour au lendemain, il est plus. C'est au contraire quelque chose de très dynamique et c'est un long travail qui peut être porté par la thérapie, par la religion, par plein de choses. Et on va voir par quoi par la suite.
Et ce n'est pas non plus une mesure, ce n'est pas un critère de force et de la détermination d'une personne. Si on le voit comme ça, c'est un petit peu stigmatiser les gens qui ne sont pas, qui ne montrent pas de résilience. Quelqu'un qui n'est pas résilient, en quelque sorte, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas demain. Et quelqu'un qui est résilient aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va l'être toute sa vie. Qu'est-ce qui favorise l'apparition de la résilience? Alors, plusieurs choses. La personnalité, c'est une des choses qui va favoriser l'apparition de cette fameuse résilience dont on entend beaucoup parler. Alors, Allah nous dit que dans le Coran, notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Donc, Allah nous a donné une personnalité. Elle est innée en nous. On sait qu'elle peut être modifiée, enfin, elle peut être sous l'influence de l'environnement, des expériences de vie, mais en tout cas, il y a une part vraiment de l'inné, voire du génétique. Euh, mais voilà, les expériences peuvent la modifier. Et quand on a une personnalité, je dirais, forte, comment dire, en islam, on parle de la personnalité du croyant, qui est le croyant est bon, le croyant est fort, le croyant est courageux, le croyant est patient. Si on développe ça, c'est quelque chose qui peut favoriser, quand on sera dans des difficultés, quelque chose de la facilité, entre guillemets, à aller de l'avant, en fait, et pas à s'effondrer s'il y a des adversités dans la vie. Donc, on a des personnes qui vont être plus combatives que d'autres. C'est-à-dire, elles vont, par exemple, c'est des personnes qui avaient des positions militantes dans leur pays, etc., qui vont donner plus de sens à leur vécu et ils vont être plus confiants dans leur position. Autre chose qui favorise la résilience, c'est l'environnement social et culturel. C'est une composante hyper, hyper importante pour la résilience. Notamment la famille et la communauté. On sait que la famille et la communauté en islam, c'est des notions très, très importantes, au point où, par exemple, il nous est interdit de rompre les liens du sang. Et cette communauté, est-ce qu'elle apporte du soutien social à cette population, par exemple, par la mise en place de diverses choses, des supports, des actions collectives, des associations, des réseaux de solidarité? Tout ça va plus ou moins favoriser, selon qu'il soit disponible ou pas, la résilience de certaines personnes. Et pour rappel, l'obligation de solidarité en islam, c'est peut-être aussi pour ça, pour solidifier ce lien-là social, pour protéger les musulmans, puisque les musulmans ont certaines obligations, par exemple avec la zakat, qui est l'aumône légale et obligatoire pour les musulmans. On a comment ça s'appelle, la sadaqa, qui est l'aumône charitable. Le waqf, ce sont des dotations de biens qui vont être utilisés pour des fins publiques ou des fins charitables ou religieuses. Donc, il y a plusieurs dispositifs dans la tradition islamique qui viennent renforcer cette notion-là de communauté, en fait, qui est quelque chose de très positif. Et en tant que musulman, on peut, par ces biais-là, qui sont plutôt faciles pour certains, que ce soit, et puis la zakat et la sadaqa, c'est aussi la sadaqa de son temps. La sadaqa, c'est pas que de l'argent. Donc, les milieux associatifs, le bénévolat, etc., c'est des endroits où on peut venir nous exprimer exprimer notre aide, puisque c'est des personnes vulnérables, pauvres, orphelins, migrants, etc. Ils ont des droits sur nous en tant que musulmans. En tant que musulmans, oui. Je ne sais plus ce que je disais. Alors, une autre chose qui est très importante, c'est la santé mentale au préalable. On sait que les personnes qui s'en sortent le mieux, ce n'est pas celles qui ont été le moins agressées, on va dire, mais c'est les personnes qui avaient une santé mentale, entre guillemets, bien avant le départ, avant l'exil ou avant la vie en rue, avec une certaine capacité d'autorégulation, avec une estime de soi, avec une conscience de soi assez efficace. Donc, c'est un facteur très, très protecteur aussi. Et un des facteurs les plus protecteurs, c'est la spiritualité et je dirais même le coping religieux. Et ce hadith qui a été rapporté par Suhaib ibn Sinan à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam, où il disait « Ce que l'affaire du croyant est étonnante, son affaire ne comporte que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur,
il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Ça a été rapporté dans Muslim. Ce hadith, il nous montre vraiment bien à quel point, effectivement, subhanallah, et moi je le vois avec mes patients, en fait, même quand ils déroulent une histoire de vie, des choses compliquées, ils finissent toujours par dire Alhamdulillah, même si ça fait partie du langage, en fait, aussi courant. Et le coping religieux vient favoriser une résilience, ou alors au moins le fait de rester pas debout, mais en tout cas d'avoir certaines ressources qu'il peut mobiliser face aux épreuves de la vie. Et du coup, le coping religieux, c'est voir les épreuves comme, par exemple, c'est voir les épreuves comme une occasion de se rapprocher d'Allah, de se purifier de ses péchés, d'avoir un rang plus élevé au paradis, etc., d'acquérir la personnalité du croyant, comme je disais tout à l'heure. Et donner un sens aux épreuves par le biais du spirituel, c'est vraiment quelque chose qui peut être solide, en fait. Ça donne de l'espoir et ça donne un optimisme qui dépasse les événements terrestres, la réflexion humaine primaire, je dirais. Et ça permet de garder un espoir. Et l'espoir est très, très, très important quand nous, on ne voit pas d'issue pour la personne qui est en face de nous, nos patients. L'espoir, il est vraiment important puisque s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus de mouvement. Mais s'il y a encore un petit peu d'espoir, les personnes vont quand même continuer à se mouvoir. C'est le principe un petit peu du tawakkul, c'est-à-dire que ils mettent tout entre les mains d'Allah, mais quand même, à côté, on fait quand même les causes, on bouge, on- on passe à l'action, on se mouvoie physiquement et mentalement pour essayer de résoudre les conflits psychiques ou la situation difficile. C'est comme si, enfin, c'est une collaboration entre Allah et soi, mais c'est pas une collaboration d'égal à égal, en fait. Je mets tout entre les mains d'Allah et moi, je ne suis qu'un instrument. L'assistante sociale n'est qu'un instrument. Le médecin, la psychologue n'est qu'un instrument pour la gestion de mon affaire, mais c'est Allah qui va gérer tout ça. Donc, tous ces éléments-là sont c'est des facteurs, du coup, je disais, favorisant à l'apparition et au maintien de la résilience. C'est comme un sol pour qu'il soit fertile, du coup, pour revenir à mon image de la fertilité du sol et de la fertilité de la terre. C'est que le sol, il doit contenir certains éléments nutritifs en quantité suffisante pour assurer la croissance optimale des légumes. Là, c'est pareil. C'est des choses qui vont pas forcément... une personne peut s'en sortir sans tout ça, mais c'est vraiment très, 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 très difficile. En tout cas, c'est des choses qui vont vraiment favoriser. Et je pense qu'en tant que musulman, on peut intervenir à certains niveaux là, même si on ne travaille pas avec la population précaire. On peut, par d'autres billets d'action, etc., quand même faire certaines petites choses. Une petite réflexion maintenant sur la résilience dans l'insécurité. J'ai mis cette pyramide dont je ne suis pas trop fan, mais je pense que c'est une pyramide qui parle un petit peu à pas mal de monde, cette pyramide de Maslow qui représente un peu la hiérarchie des besoins. Selon lui, elle est intéressante du point de vue, enfin si on la prend comme juste un schéma qui date des années 40 en plus, mais à la lumière de l'islam, enfin la perspective islamique, pour la perspective islamique, pardon, c'est une pyramide qui est incomplète, voire un petit peu fausse. Donc déjà, il n'y a pas tout ce qui va être le besoin de l'âme, du cœur, tout ce qui est spirituel, il n'y figure pas. Et puis cette espèce de hiérarchisation, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le besoin physiologique, il n'y a pas le besoin de sécurité. S'il n'y a pas le besoin de sécurité, il n'y a pas le besoin d'appartenance. Alors que la tradition islamique, on peut avoir un accomplissement de soi, ce qui est dans le numéro 5, là. On peut arriver à un accomplissement de soi spirituellement, même si les besoins physiologiques ne sont pas assouvis à 100%, même si les besoins de sécurité ne sont pas assouvis à 100%, etc. Mais bon, ça reste intéressant si on le voit comme juste un simple petit schéma, quoi. L'insécurité psychique va défavoriser la résilience par l'instabilité juridique, par l'isolement social et la stigmatisation, par la précarité économique et sanitaire, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas accès aux soins en rue, même s'il y a la présence de maraudes, des équipes de nuit, etc. Certaines personnes, en fait, on ne les croise pas et on ne le voit pas. Et surtout pour tout ce qui est troubles cognitifs, tout ce qui est troubles psychiques, c'est pas forcément visible. Donc, et en plus, il y a des personnes qui refusent,
le lien de confiance, il est pas bien développé, donc il refuse de voir certaines personnes en fait qui font partie de certaines associations parce qu'elles sont vues comme, comment je dirais ça, bah, elle représente l'État, donc si elle vient me voir, bah, forcément, elle va me balancer plus tard, elle va dire bah, que je suis là alors que je n'ai pas mes papiers. Donc, la confiance, etc., c'est quelque chose de très fragile pour les personnes traumatisées. Donc, on y va doucement. Et j'arrive enfin à ma conclusion. Et pour la conclusion, j'aimerais prendre un cas d'un patient que j'ai vu récemment. Donc, c'est une personne de confession musulmane, on va l'appeler Monsieur M. Il a un parcours, il a 32 ans, il a un parcours migratoire de quelques années, 1 ou 2 ans si je ne me trompe pas. Il est passé par plusieurs pays, il a travaillé dans certains pays. Aujourd'hui, il arrive en France depuis pas très longtemps. Il a fui son pays parce qu'il a été persécuté parce qu'il est sunnite. Il a donc été persécuté pour ça. Il a assisté au meurtre de son père. Sa mère venait de décéder dans les 2 semaines avant que je le rencontre. Sa sœur aussi était décédée depuis quelques semaines aussi d'une maladie. Petit détail important, c'est que c'était quelqu'un d'assez conscient religieusement parlant, bien avant tout ça. Donc là, ce qui est sur l'écran, ce que vous lisez, c'est le destin. Nous devons essayer. Il y a toujours un bien derrière un mal. La patience est importante. Donc ça, c'est un copier-coller de mes transmissions que j'ai faites. Donc ce monsieur, je l'ai rencontré, il parle tamoul et j'avais un traducteur au téléphone. C'est important de prendre des traducteurs parfois parce que même si la personne parle anglais un petit peu ou un petit peu français, parfois c'est mieux pour elle de s'exprimer dans sa langue natale. Mais bon, après, ça va le devoir. Ce patient-là, en fait, cette consultation-là, elle m'avait énormément chamboulée. Vraiment, j'étais vraiment touchée par ce qu'il m'avait dit parce qu'il m'avait vraiment déroulé tous les concepts clés de ce que pouvait représenter la résilience chez un patient musulman. Et je l'ai écouté, en fait, j'étais très, très surprise. Il m'a parlé du sabre, donc de la patience, une patience pas passive, mais une patience plutôt active, une forme d'acceptation des épreuves de la vie, avec tout son lot de régulation émotionnelle malgré les difficultés. Et d'après ce que je viens de dire, vous pouvez imaginer que ces événements-là qui viennent s'accumuler sont tous traumatiques, en fait, pour lui. Il m'a parlé du qadar, du coup, dans la phrase que je vous ai mise juste avant aussi. Il a parlé du destin, de la soumission au qadar d'Allah et de la confiance qu'il a dans ce qu'Allah a décrété. Il m'a parlé aussi dans l'entretien de fitna, du fait que bah, ces épreuves-là, elles ont peut-être un sens. Il cherche encore, hein, mais il y a sûrement un bien derrière ce mal qu'il a touché. Il a parlé de tawakkul en expliquant qu'il se remettait complètement à Allah, qu'il laissait les choses faire, qu'il avait confiance, tout en investissant du coup tout ce que nous, on allait lui proposer au quotidien comme aide, soutien psychologique. Il cherchait du lien auprès des autres. Il s'isolait un petit peu, mais il se forçait un petit peu à partager certains moments du quotidien. Et il expliquait qu'il s'attachait à la spiritualité, la seule chose qui ne meurt pas. Il m'avait dit ça dans le contexte d'une phrase où il m'expliquait bah, je dois faire le deuil de ma mère, je dois faire le deuil de ma sœur, et il n'y a que la spiritualité qui ne va pas mourir. C'est-à-dire le dhikr, la prière, etc. Et enfin, j'étais vraiment bouche bée devant autant de conscience de la part de cette personne qui vient de vivre des choses absolument horribles. Et déjà, rien qu'à la lecture de son dossier, bien avant que je le rencontre en lisant les détails de son parcours, j'étais déjà un petit peu chamboulée. Donc, il m'a vraiment déroulé ça de façon très consciente. Parfois, ça pouvait m'évoquer un discours un peu plaqué, un peu faux, genre quelque chose qui sort juste parce que c'est ce qu'il faut dire. Mais on sent que c'est quand même des choses qui sont vraiment ancrées en lui, des choses qu'il a vraiment développées tout au long de sa vie. Et comment dire,
ça m'a un peu perturbée et je lui en avais fait part. Je lui ai dit que bah, ça m'avait vraiment touchée. J'avais un peu la voix qui tremblait. Parfois, j'avoue, un peu les larmes aux yeux à certains moments. Mais voilà, c'est la réalité, hein. Les psychologues aussi ont des émotions. Et quand je suis un petit peu submergée par mes émotions, j'hésite pas à les partager avec mes patients et à en discuter plus tard dans un autre contexte. Mais, mais voilà, c'est aussi enfin, une belle leçon du lien entre la foi et l'état psychologique d'une personne. Donc, le monsieur, on me l'avait adressé, j'ai oublié de dire, pour des troubles amnésiques dont il se plaignait. Donc, il y a des troubles amnésiques en fait dans son parcours migratoire et même au quotidien, il oublie plein de choses et tout. Donc, on l'avait adressé pour faire un bilan neuropsy. Donc, ça a clairement des signes de traumatisme en plus d'autres choses. Mais voilà, le monsieur est en plein trauma et pourtant, sa foi, elle a l'air inébranlable, inébranlable. Et justement, euh, parfois, c'est ça en fait aussi, c'est que ces épreuves-là, elles peuvent soit ébranler notre foi, nous pousser à un pessimisme, pourquoi moi, pourquoi Allah ne me guérit pas, pourquoi je... Et parfois, c'est vraiment pour nous rapprocher de lui et nous purifier et faire que notre foi, elle augmente jusqu'au plafond, quoi. En tout cas, voilà, je voulais conclure par cette histoire-là qui reprenait un petit peu les éléments dont j'ai parlé tout au long de la conférence et finir peut-être sur une petite note positive en expliquant ce cas-là très, très spécial. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que j'ai été compréhensible. Je crois que j'ai été trop longue. Je suis désolée. En tout cas, vous avez mon mail en bas de la diapo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je serai heureuse de vous répondre. Et barakallahu fikoum pour votre attention. Walou, Merci walou. à toi, Barakallahu Fiki Naïma, pour ton intervention, cette riche intervention. Il y a énormément de contenu, donc je pense que pour beaucoup, il serait intéressant de revoir le replay de ton intervention pour essayer un peu de tout saisir, parce que tu as été très généreuse, pardon, c'était très riche, quoi. Donc un grand merci à toi. C'était aussi passionnant parce que c'est vraiment comme on disait en début de conférence, un sujet important qui nous concerne tous socialement, qui est souvent délaissé parce que population précaire, parce qu'on veut pas les voir, tout simplement. Donc, quand tu es confronté dans ton travail comme toi à les accompagner, forcément, bah, tu les vois au quotidien. Mais la plupart des gens, bah, même les plus sensibles, et parfois même bah, à cause de leur sensibilité, oublient cette situation ou font en sorte de pas trop y penser, de pas trop les voir, alors que c'est une réalité qui potentiellement risque de grandir, malheureusement, pour plein de raisons, que ce soit pour des raisons géopolitiques ou que ce soit même pour des raisons politiques, tout simplement, hein. La réduction de lits dans les centres hospitaliers, Mhm, dans les CHU, va faire en sorte qu'on va avoir de plus en plus de gens dans les rues, mhm, forcément, de mhm. gens malades qui vont être dans les rues. Et c'est important de comprendre justement un peu, au moins, de ce qui se joue pour ces gens-là. Pour ceux qui en ont l'occasion et qui peuvent aider, bah, de pouvoir aider Mhm, intelligemment, pas n'importe comment, et ceux qui ne peuvent pas, de pas stigmatiser, de pas juger, effectivement, parce que tu l'as très bien dit et tu n'as pas été trop longue hein, pour répondre à ta question. Je pense que ceux qui sont intéressés par le sujet auraient aimé que tu continues. Mais comme tu l'as dit, tu vois, par exemple, alors, chaque situation est différente. Quelqu'un qui est dans une situation précaire, par exemple, qui est sans domicile fixe, c'est très compliqué pour lui. Quelqu'un qui migre et qui vient d'un autre pays, quelle que soit la raison pour laquelle il a quitté son pays, c'est aussi très difficile et c'est différent. Et souvent, à cause de ce qui se passe dans les médias ou sur les réseaux, les jugements de valeur qui se font sur les gens qui sont en déplacement, on en oublie. Euh, on ne peut pas comprendre ce qu'ils vivent tant qu'on l'a pas vécu nous-mêmes. Et que c'est pas un jeu. Ils sont pas en train de s'amuser. C'est pas rigolo de traverser des pays ou de traverser des continents, de tout abandonner, de tout quitter. C'est pas simple du tout. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu rappelles que c'est une réalité de vie que beaucoup de prophètes ont vécu. Euh, c'est important, je pense, de méditer là-dessus. Alors, on va passer donc aux questions-réponses. Donc, comme je disais, l'intervention était très riche, donc vous aurez l'occasion de revoir le replay. Mais en attendant, bah, on a Oumaima sous la main, donc on va en profiter. Si vous avez des questions maintenant,
N'hésitez pas, et Naïma essaiera d'y répondre. Alors, tu as une première question de Kautar. Salam alaikum. Quelle est la différence entre la transculturation et l'acculturation à l'arrivée? Est-ce dû au fait que ce soit imposé? Euh, alors, je relis la question. Ouais, Alors, c'est la première question. Donc, quelle est la différence donc, pour toi entre la transculturation et l'acculturation à l'arrivée? Je pense que c'était au début quand tu parlais justement mhm, de différence entre immigrés, mhm, migrants, mhm, etc. Est-ce dû donc du fait que ce soit imposé ou pas? alors, effectivement, quand on a une culture qui va venir, qu'on va enfin, qui va nous être imposée, ça va être un petit peu plus compliqué de l'accepter, forcément. Par contre, s'acculturer, c'est un petit peu assimiler une culture étrangère à la sienne. C'est différent de juste. Excuse-moi, je suis un petit peu déconcentrée du coup. Mais Non, pas de en fait, souci. quand quelque chose, quand on est, Tu- quand on est, quand oui, c'est pas pardon, imposé, c'est-à-dire que quand oui, tu le vis, soit parce que tu l'as voulu, soit parce que ça se fait, que tu le veuilles ou non, en vivant dans un pays, en grandissant dans un pays, il y aura forcément un lien qui va se faire avec ta culture exactement, de d'accueil et ta culture d'origine. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu différent que quand c'est imposé, et là, il y a forcément une résistance qui se présente. tout à fait. C'est paradoxal parce que bah, les personnes viennent quand même tout en sachant où elles vont. C'est Ouais. entre force, enfin, c'est un choix, mais c'est un choix qui est fait malgré eux. Donc, c'est pas vraiment un choix délibéré complètement à 100%. Et du coup, effectivement, c'est compliqué de s'assimiler complètement à une culture étrangère, surtout que parfois, ce qui est demandé, c'est que les personnes rejettent leur culture d'origine pour complètement s'assimiler. Alors, il y a une différence entre s'assimiler euh, et je ne sais plus l'autre terme, mais c'est compliqué pour eux d'être dans des situations où on leur demande de rejeter complètement une identité euh, qui a été construite depuis l'enfance, avec tout plein d'enjeux, juste pour s'assimiler à une nouvelle culture. Sinon, c'est la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. C'est effectivement, quand c'est, qu'est-ce qu'elle a dit comme mot? Et Quand c'est, acculturation, oui, voilà, c'est pas ça que je cherche. Quand c'est transculturation. forcé, quand c'est, voilà, c'est Mais encore plus compliqué. Ouais, parce que, non, non, mais tout va bien, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose dont les gens, voilà, on oublie qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent migrer d'un pays à un autre, pas avec un désir ou une volonté d'aller là où ils vont, mais plus une volonté de quitter là où ils sont. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si j'ai un désir d'aller quelque part à un point B, c'est que le point B m'intéresse, m'attire, et donc je vais pouvoir absorber ce Mhm. qu'il y a dans ce point B plus facilement parce que c'est une volonté qui m'est propre. Par contre, si je veux quitter le point A et que je me retrouve dans le point B, on n'est pas dans le même désir. En tout cas, c'est pas le même désir qui va se Exactement. manifester. Donc forcément, les résistances, et surtout quand il y a cette idée que pour pouvoir accueillir ce qu'on te demande d'accueillir, il faut rejeter ce que tu ne veux surtout pas rejeter, Mhm. ça commence à peser lourd et à coûter très cher. Alors, tu as une autre question euh, de le message universel. Comment aborder un public adolescent, donc 17-25 ans, en difficulté psychosociale dans le rejet des traditions musulmanes de son pays d'origine qu'il considère comme responsable de sa situation actuelle? Donc, je la répète peut-être la question. Euh, c'est bon, je l'ai sous les yeux, du coup, j'y suis pendant ta lecture. Ok. Alors, déjà l'âge, moi, il m'interpelle. 17-25 ans, c'est pas l'enfant, c'est un peu l'ado, mais c'est pas non plus l'adulte, quoi. Alors, en difficulté psychosociale, dans le rejet des traditions musulmanes de son pays d'origine, qu'il considère comme responsable de sa situation actuelle. Bah, déjà, effectivement, là, on a un petit point de réponse. C'est que s'il rejette les traditions musulmanes, c'est qu'il a ce qu'on appellerait un biais en fait, cognitif. Là, il a vraiment tout mis dans le même panier, tradition musulmane et peut-être situation politique de son pays.
qui sont effectivement peut-être en lien, mais qui témoignent malheureusement d'une méconnaissance de la tradition islamique. Après, je ne sais pas de quel pays, etc. Mais peut-être comment aborder ce public-là, c'est comprendre qu'est-ce qu'il a compris vraiment de la situation. Et peut-être, je dis bien peut-être, essayer de déconstruire petit à petit, ou alors essayer de switcher un petit peu son point de vue, mettre du sens derrière tout ça. Et à ce moment-là, peut-être que la personne va réconcilier sa vision, son vécu avec la situation politique et la tradition musulmane qu'il rejette. Parce qu'il la rejette parce que c'est peut-être source de trauma, parce il a été victime d'une société euh, qui l'a proposé, qui a démontré des choses traumatiques en instrumentalisant la religion. Et du coup, forcément, la personne va associer ces choses-là inévitablement. Donc peut-être voilà, comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a compris, et puis déconstruire les choses, l'accompagner, Mm. etc. En tout Et cas, être dissocier, donc considération peut-être du que discours. et donc d'être ouvert et accueillir son discours et essayer ce que tu disais, c'est d'essayer de dissocier ce qui est dissociable entre la politique du pays d'origine Mhm. et la tradition musulmane qui fait partie peut-être de sa Mhm. culture et de ses origines aussi ancestrales, tout en essayant de voir euh, dans cette politique qu'est-ce qui est aussi vraiment responsable de sa situation actuelle. Il y a des choses Mhm. dont les autres peuvent être responsables, d'autres peut-être non, peut-être même invoquer ou essayer d'aller chercher le potentiel chez cette personne de ce qu'il peut faire aujourd'hui pour essayer de changer la donne par rapport à ce qu'il a devant lui. Alors, tu as plein de messages de remerciements, plein de barakallahu fiki, Wafikum tellement baraka. intéressants, super. Donc, je ne vais pas tous les faire. Je vais passer à l'autre question. Barakallahu fik pour votre intervention. Alors, c'est Sonia, pardon. Je me demandais, est-ce qu'avec les personnes croyantes, vous avez le droit d'utiliser l'islam et la psychologie islamique dans la thérapie et l'accompagnement? Quelle peut être la place de la spiritualité dans l'accompagnement? Alors, si on pose la question à moi, neuropsychologue, dans une structure médico-sociale qui appartient à l'État, donc je me dois de faire preuve de laïcité, même si je travaille en montrant mon voile. Alors, déjà, juste pour préciser, je ne suis pas thérapeute, donc j'utilise pas la psychothérapie avec mes patients. J'utilise plutôt des séances de soutien et d'écoute. Et je fais plus du bilan, de l'évaluation neuropsychologique. Donc, juste par rapport à moi. Maintenant, est-ce que j'ai le droit, moi, d'utiliser l'islam et la psychologie islamique dans l'accompagnement de mes patients? Oui, moi, mais c'est pas moi qui viens enfin, c'est pas moi qui viens dire à la personne, oui, mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Non, en fait, j'accompagne le patient avec sa propre spiritualité, ce que lui va en dire. Je vais me saisir de certaines choses si elles me paraissent bénéfique pour lui et pour voilà, le développement, enfin en tout cas pour la séance et l'écoute, etc. Mais je ne vais pas utiliser l'islam, genre je ne vais pas lui faire une ruqya, ou enfin je ne sais pas c'est quoi le sens de la question. Et est-ce que j'ai le droit d'utiliser la psychologie islamique? Je ne suis pas forcément formée pour la psychologie islamique. Les notions j'en ai, mais je n'utilise pas forcément de techniques, en fait, etc. Mais je pense que le sens de la question, c'est est-ce qu'avec les patients, on a le droit de se saisir de la religion et de la spiritualité dans leur accompagnement? Mais moi, personnellement, si on me demande mon avis, si on peut se saisir de certaines choses, on s'en saisit et c'est tant mieux. Mais on ne vient pas, par contre, imposer notre vision à nous de ce que c'est que la religion. Que ce Oui, soit totalement. voilà. Et quelle peut être la place de la spiritualité dans l'accompagnement? Une bonne place. Une bonne place, ça peut être un outil, un levier vraiment qui est très aidant. Pour alimenter ou activer une forme de résilience, justement, par rapport parce que là, je pense que le public que tu vois, c'est un public quand même assez compliqué, une population qui se retrouve avec peu de ressources ou peu de moyens Mhm. pour essayer de changer un peu la situation.
la spiritualité, ça doit être un gros plus pour mieux accepter, être plus résilient et essayer de voir peut-être des choses positives dans des situations où tout nous paraît sombre. Exactement. Et je pense que parfois, quand ils me voient, moi, en tant que psychologue, bah, ils voient tout de suite mon voile et du coup, ils ont plus cette facilité à m'évoquer certains termes, certaines pratiques. Et je vois la différence quand c'est avec, bah, par exemple, la psychiatre. Ça va pas forcément être quelque chose qui va être évoqué. Avec Ok. moi, ça va être différent. Et que ce soit des musulmans ou d'autres croyants, il y a pas mal j'ai eu aussi pas mal de personnes de confession chrétienne qui m'évoquaient Dieu, qui m'évoquaient certaines choses de par mon voile et ce que je représentais parce qu'ils pensaient que je pouvais comprendre. Donc, c'est quelque chose de très central, en fait, par la nature humaine, tout simplement. Et ça, donc, le fait qu'ils voient en toi une personne religieuse, ou de foi, ou en tout cas qui a une conviction religieuse, ça permet d'avoir une alliance donc plus forte, une alliance thérapeutique, plus rapide, peut-être, je sais pas si elle est plus forte, mais en tout cas un peu plus instantanée. C'est un public que tu vois sur du long terme ou tu les vois rapidement quelques jours et puis après tu les vois plus? Non, c'est sur du long terme, ils peuvent être là pendant des mois, des années. D'accord, ok. Donc tu les connais bien, tu les accompagnes Ouais, longtemps. exactement. D'accord. Donc, moi, en fait, on est dans leur milieu de vie. Donc, des fois, je vais en chambre pour toquer, pour leur dire c'est l'heure du rendez-vous. Bah, il me dit attends, je fais ma prière. Enfin, tu vois, Ok, on ok. a aussi accès à certaines choses de leur quotidien, en fait, à part les choses Hmm, qu'ils nous racontent. ok. Euh, alors, hyper intéressant, merci pour cette intervention, très riche, voilà, Alors, je crois que Kautar, c'est la personne qui t'a posé la question sur tout à l'heure, je pense, sur la transculturation. Alors, je ne sais pas si c'est un ajout ou un complément. C'est un choix de survie pour sauver sa peau. Non, attends, j'ai perdu le truc. C'est un choix de survie pour sauver sa peau. La transculturation a une part de soumission forcée, c'est ça? Point d'interrogation. Car l'acculturation, ça peut être subi aussi. Ah, attends, je Euh, crois que Hafsa a déjà répondu par message, j'avais ah, pas vu. Euh, Peut-être que l'acculturation, c'est l'absorption de la culture minoritaire par la culture majoritaire. Transculturation, c'est une influence mutuelle des deux cultures et qui va venir modifier les pratiques sans tout faire disparaître. Tu vas ajouter quelque chose par rapport à ça? Ok, ça marche. Donc, Jazakallah khair. merci, Rafsa. Merci. Merci de votre intervention. Alors, j'avais moi une petite. Alors, n'hésitez pas à me poser si vous avez d'autres questions. Profitez-en, écrivez-les avant qu'on clôture, Inch'Allah. Euh, alors, petite question. Il y a eu plein de questions, moi, qui me venaient pendant ton intervention, mais je sais qu'on est un peu limité par le temps. Mais juste une petite, si tu me permets. Comment tu fais justement pour travailler avec ce public, pour travailler la confiance? Parce que euh, c'est vrai que tu représentes, malgré tout, tu travailles pour une institution. Donc, même si ils savent qu'ils peuvent avoir besoin de toi et des collègues et de toute l'équipe, ils se disent aussi, comme tu disais un peu tout à l'heure, il y a parfois un risque, soit de transmettre une information, de faire un signalement, ou même dans les retranscriptions, dans les rapports, qu'il y ait des informations. Donc, il peut y avoir même parfois peut-être un peu de parano chez certains patients dans le fait je peux pas tout lui dire. Si je dis ça, peut-être que ça va se retourner contre moi, mais en même temps, c'est une information qui est peut-être vitale à ce moment-là pour toi pour pouvoir mieux les accompagner. Comment tu fais pour travailler ce genre de situation peu sensible où il y a une peur de dire à cause des conséquences, mais une nécessité de dire pour pouvoir être aidé au même moment? Euh, alors déjà, pour répondre à la question de comment moi, personnellement, je travaille le lien, par plusieurs choses, notamment l'informel, c'est-à-dire que parfois, j'ai pas besoin de... Alors, je me présente, je dis bonjour, je suis Maïma, je suis la psychologue, et je les laisse tranquilles. Je dis pas, bah, on va dans le bureau. Enfin, c'est vraiment l'informel, c'est dans le quotidien, partager des activités, parfois les repas, etc. Donc déjà, qu'on s'habitue à ma présence. Euh, par rapport à ta question, enfin, c'est drôle que tu me poses cette question. Une de mes consultations la semaine dernière, c'est un patient que je voyais pour la première fois. Et il est de confession musulmane. Justement, dans cet entretien, il disait bah, maintenant, je me remets à faire la prière parce que peut-être que Dieu me punissait parce que je priais pas, etc. Et il m'a transmis une info et il m'a dit il faut, officiellement, c'est ça, mais toi, parce que tu es musulmane, je vais te le dire.
Et c'était la première fois que je voyais ce patient en entretien dans le bureau. Bon, après, il y a des éléments de déficit intellectuel, etc. Donc, il y a des élaborations très diminuées, mais en tout cas, il y a eu ce lien quand même qui s'est créé. Ok. Et du coup, bah, par exemple, pour cette info, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce qu'elle va servir euh, à l'amélioration de son dossier, on va dire administratif, ou pas? Donc, je lui ai bien demandé, est-ce que vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on la partage, etc. Il est sûr, il veut que ce soit moi la seule qui la connaisse. Et je cite, parce que tu es musulmane et tu es ma sœur, comme moi. Ah, Donc, si l'information n'est pas vitale, je la garde pour moi. Voilà, j'évaluerai plus tard, je travaillerai avec lui plus tard sur cette question. Si par contre, elle est méga super vitale, là par contre, je ne vais pas forcément me jeter dans le bureau de ma collègue pour lui dire, mais tu sais, monsieur machin, il nous a dit ça. Non, je vais peut-être un tout petit peu plus forcer, en tout cas l'amener, cheminer euh, à comprendre pourquoi cette information, il faudrait qu'on la transmette. Et effectivement, ça passe par ce lien de confiance. Si la confiance, elle n'est pas installée, bah, il n'y a pas y a pas de communication, il n'y a pas de vrai partage et il n'y a, y a pas de vrai soutien. C'est juste, je lui parle et puis basta, il repart. Et moi, je repars aussi. Mais, mais effectivement, le lien et la confiance, c'est vraiment des choses compliquées à mettre en place, qui prennent énormément de temps. Et je ne me précipite pas en général. Je suis le rythme un petit peu. Donc, voilà. ok. Je ne sais pas si Ok. ça répond à ta question. Ouais, non, ça répond bien, mais c'est intéressant parce que tu vois, il y a le fait d'être euh, quand on est soignant ou quand on accompagne justement ce type de public, surtout en institution, c'est vrai le fait d'avoir une image qui est pour le patient une représentation d'un lien qu'il fait soit avec sa culture, son pays d'origine ou avec la Mm. foi et la religion. Tu vois, le terme tu es ma sœur, c'est un terme qui peut choquer hein, les collègues. Hein. Ouais. Je me rappelle, quand j'étais en psychiatrie, il y avait un patient qui venait me voir tous les matins. Alors on avait un grand espace où tout le monde passait. Il y avait les activités, le bar, etc. Et quand il me voyait, il criait des grands salam alaikum, mon frère. Et c'est vrai que ça choquait les collègues. Ils se disaient, mais pourquoi il parle comme ça? Mm. Alors que, au contraire, ça peut aider à créer un lien, ça peut aider à mieux accompagner. Alors, il faut être vigilant en tant que soignant de faire attention justement que ça soit utile pour le patient et aux limites que ça, parce qu'il y a aussi des risques. Hein, ça, peut-être qu'on y reviendra un autre jour, mais il y a aussi des risques dans ce type de relation. Mais tu vois, quand il dit t'es ma sœur, forcément, il y a une confiance qui va être supérieure. Tu vois, je te le dis à toi parce que Mm. tu es ma sœur. Mm. Chose que je n'aurais pas dit à une autre qui n'est pas ma sœur ou que je ne vois pas comme ma sœur. Donc, malgré la méfiance que ce public peut voir auprès des institutions, en gros, en tout cas dans ton expérience à toi, ce que tu dis, c'est que avec toi, il y a moins de méfiance et donc du coup plus de confiance. Exactement, c'est ça. Puis dans son discours, on sentait vraiment cette méfiance qu'il avait envers les collègues qui citaient bah, les autres, c'est des blancs. Enfin, c'est vraiment le mot qui est sorti. Les autres, c'est des blancs. Je leur fais pas confiance. Toi, t'es ma sœur. Voilà, donc bon, après, ça va être quelque chose qu'on va travailler par la suite, mais effectivement, c'est quelque chose dont, enfin, ça s'apprend aussi au fur et à mesure. Hein. C'est quelque chose dont je n'hésite pas vraiment à m'en saisir parce que c'est un levier qui peuvent être un gain de temps au niveau psychologique en tout Totalement, totalement. Le seul risque, c'est que s'il y a un sentiment de trahison auprès du patient, ça peut aussi cas. être brutal et casser la Exactement. relation totalement. Totalement, quoi. Exactement. On va prendre peut-être une dernière question. Alors, tu as euh, Kautar qui est encore sur la transculturation. Mais Hafsa a répondu. OK. Donc, c'est une discussion entre Hafsa et Kautar. Donc, on vous laisse entre vous, mesdames. Tu as donc Aïcha. Comment fais-tu pour garder assez de distance avec ce lien de proximité et les attentes que les patients peuvent avoir envers toi? Les attentes que les patients peuvent avoir envers moi, est-ce que tu peux préciser quel type d'attente? Est-ce que c'est les attentes, enfin, je sais pas, Alice, si toi, tu as compris où Euh, tu Je peux. pense, alors ce que j'ai Ah, compris, partager la même attends, religion, le de les soutien. comprendre, de partager, voilà, c'est ça. Euh, En réalité, c'est avec tous les patients que tous les patients, pas tous hein, d'ailleurs, il y en a
qui n'ont pas Mm. d'attente, qui veulent juste échanger 2 mots et partir rapidement. Mais en tout cas, c'est pas propre aux patients musulmans. Euh, c'est vrai que parfois, ça peut être difficile. C'est pas tout le temps le cas, mais ça peut être difficile de garder une distance. Dans ce cas-là, on s'interroge pourquoi on travaille ça dans un autre lieu plus propice à ça. Euh, mais en tout cas, le meilleur moyen, c'est de communiquer, c'est de poser des questions, c'est de repérer des petites choses qui peuvent me faire penser qu'il a une trop grande attente envers moi, euh, notamment par rapport au partage de religion, etc. Et justement, en parler et enfin, éclaircir certaines choses. C'est De à recadrer, quoi, de recadrer rappeler le exactement. cadre dans lequel vous êtes et ton rôle. Exactement, c'est juste réexpliquer. Ça peut être, comme je disais, que ce soit avec des patients musulmans ou des patients qui sont pas musulmans, enfin tout pareil, quoi. Donc voilà. Barakallahu fiki pour tes précisions, te dit Aïcha. Aïcha. Euh, Très bien. Est-ce que ça, tu vas ajouter quelque chose, Oumaima? Il n'y a plus de questions, donc on peut, Euh, à part si tu vas ajouter un élément que tu as envie de partager avant euh, de finir ou de conclure. j'ai rien qui me vient en tête. Ok. Bah, merci encore une Mm, fois pour ta présence, pour ton temps, pour ton énergie et le partage que tu as pu nous offrir. C'était passionnant. Voilà, te préserve, te facilite mm, dans ton mm, travail, dans l'accompagnement mm, de toutes ces personnes-là et qui facilite à toutes les personnes mm, qui accompagnent des gens et qui aident des gens. mm. Qu'Allah nous facilite à tous. Merci à tous pour votre présence. Désolé encore une fois pour le petit souci technique au départ qui nous a demandé de changer de lien, mais tout va bien, tout se passe bien. Donc, alhamdoulilah, merci pour votre patience, pour votre présence, pour votre participation et on vous dit à très bientôt pour une autre intervention avec les ZIP France, Inch'Allah. Salam alaikum Merci wa à rahmatullahi wa tous. barakatuh. Salam alaikum. Merci, Ali. Salam, merci à toi.